Nous allons parler donc dans ce webinaire, d'abord bien sûr des hologrammes, et pour un petit peu redire ce qu'il en est réellement. Mais surtout ce que je vais faire pendant ce webinaire, c'est que je vais vous faire un petit tour d'horizon des différentes technologies dont on parle, et dont certaines sont absolument délirantes, alors vraiment délirantes, c'est moins qu'on puisse dire, et d'autres par contre sont beaucoup plus crédibles, voire déjà implémentées. Mais comme on dit beaucoup d'énormités sur ce sujet, en particulier sur les aspects intrication, téléportation quantique, tout ça, enfin n'importe quoi, donc il faudrait peut-être un peu rétablir la vérité, parce qu'après tout, nous, dans le TI, dans notre système d'information, il y a des choses qu'on peut implémenter et donc pas d'autres. Bon, alors donc si vous voulez bien, on va donc partager mon écran, comme d'habitude, et donc nous allons y aller. Donc hologramme et autres moyens donc, de communication futuriste, et sous-titre communication du futur, un peu de sérieux, comme vient de vous dire, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Alors, d'abord, je voulais vous dire une chose, c'est qu'un corps humain est constitué donc de 7 milliards, alors 7 milliards d'atomes. C'est-à-dire un 7 suivi 27, 3 fois 9, 27 zéros après. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors quand on nous parle aujourd'hui de téléportation quantique ou intrication quantique transposable sur un être humain, ça me paraît totalement délirant et on va donc expliquer ce qu'il en est. Bon. Alors les communications du futur entre rêve et réalité, on va tout de suite introduire un premier thème sur l'idée que d'où on vient. Il faut quand même rappeler d'où on vient et qu'après tout, moi je situe quand même les vrais débuts de la communication en 1876 avec le dépôt donc, du brevet d'Alexander Graham Bell pour le téléphone, mais il y a eu aussi d'autres périodes. J'en citerai simplement deux pour rappeler que finalement tout va très vite aujourd'hui. Alors c'est vrai, on peut être un peu critique et un peu sceptique quant aux évolutions de certaines technologies, mais peut-être que parmi elles, il y aura des choses qui vont effectivement donc se réaliser. Donc alors, entre délire prospectif et véritable opportunité, ne pas confondre d'ailleurs le support de communication que peut constituer par exemple une communication holographique et donc les fonctionnalités qu'on peut apporter là-dessus. C'est vrai que les solutions Microsoft aujourd'hui et d'autres que l'on peut mettre en œuvre avec un casque, eh bien, sont quand même très concrètes. Et donc, le support, on va dire, c'est des supports assez traditionnels, mais les fonctions qu'on mettra là-dessus, grâce donc aux hologrammes, sont quand même très, très intéressantes. On va expliquer ce que sont donc les hologrammes, et je repartirai d'un peu loin, c'est-à-dire de la supercherie de Pepper, vous savez, le fameux, le fantôme de Pepper, et également de l'illusionniste Houdini, qui au fond a été le premier à faire une espèce de simuli hologramme dans une salle de spectacle, ce qui a été repris récemment d'ailleurs par un homme politique français qui a voulu faire croire à tout le monde qu'il avait réinventé l'hologramme. Évidemment, c'est une supercherie là encore. Donc on va un petit peu expliquer d'où ça vient et on va donc regarder ce qu'est réellement un hologramme. Et on va se focaliser sur les solutions d'aujourd'hui qui ont maintenant déjà 6 ans chez Microsoft. C'est pas rien. Donc, puisque HoloLens a été annoncé, c'était en 2015, maintenant on vient de voir sortir chez eux la solution dite Mesh, qui on peut considérer ça comme la 3e génération des hologrammes donc chez Microsoft. C'est quand même très sérieux, avec une boîte à outils pour développer des applications, pour intégrer tout ça. C'est quelque chose quand même d'extrêmement sérieux. Alors, on pourrait évoluer, donc imaginer quelles pourraient être les évolutions prévisibles des hologrammes. Bon, on va expliquer ce qu'il en est. Ça, c'est une première partie. Ensuite, on va s'intéresser à la mécanique quantique et à certaines de ses applications, et entre autres, d'abord à l'intrication quantique. Et on va donc expliquer ce qu'est l'intrication quantique et ne pas faire des raccourcis saisissants en disant qu'on va pouvoir maintenant intriquer des êtres humains. Non, mais il faut arrêter de plaisanter. Donc, on va expliquer de quoi il s'agit, donc l'intrication quantique, et donc on expliquera que les transferts d'objets, donc les transferts d'êtres humains,
instantanée, comme on a pu le voir dans certaines séries de télévision telles que Star Trek, eh bien, c'est une vue de l'esprit, c'est une plaisanterie douteuse, ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Par contre, on pourra parler d'autres domaines, par exemple, des choses qu'on connaît mal aujourd'hui, mais qui quand même existent, on est quand même concerné par ça, c'est par exemple la télépathie. Il y a quand même des choses quand même assez extraordinaires autour de la transmission de pensée, les communications entre deux personnes, entre deux cerveaux de personnes, et puis voilà, entre une personne et un ordinateur. On fait quand même maintenant des progrès assez considérables grâce à la meilleure connaissance que nous avons donc de la cartographie donc, du cerveau. Mais moi, pour ce qui me concerne, puisqu'on va parler de communication futuriste, hein, donc ça, c'est quand même un peu plus sujet à caution, on va dire. Hein. Mais par contre, il y a des véritables évolutions en communication. C'est entre autres les environnements des capteurs disséminés avec qui on communique en permanence. C'est une forme de communication. Hein, comme dit, on prendra d'ailleurs comme référence une phrase qu'on trouve à l'entrée d'un stade de football, de soccer, qui est donc l'équipe de Liverpool, où il est marqué « You will never walk alone ». Vous ne marcherez jamais seul. Et c'est ça. Bientôt, vous ne pourrez plus vous déplacer chez vous, dans votre salle de bain, au bureau. Vous serez toujours environné de capteurs. D'une certaine manière, ils correspondent aussi donc à la communication. On parlera de choses très importantes aujourd'hui en termes de communication, telles que la traduction vidéo en temps réel, la réalité virtuelle, ce qu'on appelle les metaverses, c'est-à-dire des environnements virtuels que l'on a connus à une époque, à peu près une dizaine d'années, avec Second Life. Et c'est en train d'exploser aujourd'hui. Et là-dedans, vous avez une communication qui est induite, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de demander une communication, vous communiquez comme si vous étiez dans une réalité donc physique. C'est quand même assez fantastique. Et puis, donc, toutes sortes d'intégration donc intrusive. Et j'essaierai d'être prudent en recommandant donc quand même de ne pas aller donc trop vite. Alors d'abord, je voudrais rappeler d'où nous venons. D'où nous venons. Je vous disais tout à l'heure que j'ai pris deux dates. On pourrait donc discuter longuement sur ces dates. Hein. Parce qu'auparavant, autrefois, il y a 130 ans, il y avait des avancées technologiques, mais ça prenait énormément de temps. Maintenant, les avancées, c'est en permanence, hein, tout le temps. Et donc, c'est ce que je dis ici, hein, le temps s'est accéléré depuis, donc, on va dire, les années 1850-1870, et il y a plus de création et d'innovation aujourd'hui, tout au moins dans les 5 ans à venir, que dans les 2000 dernières années qui se sont écoulées. Vous vous rendez compte? Donc, l'innovation est en train de s'accélérer, d'où l'idée peut-être d'être prudent quant à certaines affirmations que je présente en disant que ça ne marchera pas. On ne sait jamais. Hein. Bon, donc je prends deux dates pour montrer un peu les progrès que nous avons faits. D'abord, c'est celle des sémaphores de M. Schacht. Là, c'est donc le fameux télégraphe hein, qui a été établi, la première communication donc, qui a été faite en 1792. Donc, on est en pleine Révolution française. Donc, une communication entre Paris et Lille, donc à peu près 220 km en France, hein, qui a été utilisée pour transmettre donc, des dépêches entre la France et l'Autriche. Et le premier symbole d'un message pour Lille a traversé les 193 km en l'occurrence ici, à travers 15 stations, et il a mis au extraordinaire 9 minutes pour communiquer. Alors c'était, vous voyez, on le voit sur ce schéma, donc des sémaphores avec une espèce de bras articulés qui se déplaçaient et de point haut en point haut, on pouvait communiquer comme ça. Et ça a été utilisé, par exemple, jusqu'à la guerre de 1870, donc entre l'Allemagne, la Prusse et la France, et donc avec, pareil, donc des communications comme ça. Bon, ça pour moi c'est un petit peu le premier symbole. Maintenant j'en ai un autre qui est celui du téléphone. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques temps, eh bien, on avait inventé quelque chose de formidable qui consistait à utiliser une espèce de truc, on parlait là-dedans, et il y avait des gens à côté qui entendaient ce que vous disiez. Formidable, c'est une invention fantastique, et simplement, si j'ai pris ça, c'est parce que je voudrais rétablir un tout petit peu la vérité. Le véritable inventeur du téléphone, ce n'est pas Alexander Graham Bell, c'est faux. Le véritable inventeur, c'est un Italien, un Italo-américain, qui s'appelle donc Antonio Meucci, qui lui avait déposé donc un brevet, hein, il avait déposé ça, c'était le 28 décembre 1870, mais comme il n'avait pas d'argent, eh bien, il n'a pas pu renouveler son brevet.
Ce qui fait que lorsque le brevet est arrivé à échéance, on lui demandait 10 $, il ne les avait pas. Donc, son brevet est devenu quasiment public. Et c'est là où est intervenu donc, Graham Bell, mais il y en a un autre, c'est Elisha Gray, qui ont déposé les brevets à ce moment-là. Alors, l'histoire raconte qu'en fait, Elisha Gray donc, a déposé son brevet 3 heures après celui de Graham Bell. Mais pour l'histoire, c'est donc bien Graham Bell qui est donc l'inventeur, encore que la Chambre des représentants américaine, vous voyez, je prends de l'élan un peu loin, hein, la Chambre des représentants américaine a donc reconnu maintenant le rôle moteur d'Antonio Meucci, qui est en fait le véritable inventeur donc, du téléphone, hein, qui a révolutionné quand même pas mal de choses. Bon, tout ceci pour un petit peu se positionner. Alors, entre délire prospectif et véritable opportunité. Alors, vous avez bien entendu des observateurs particulièrement bien placés qui vous racontent n'importe quoi et qui vous disent que demain, bien sûr, on va raser gratis. Et voilà. On entend n'importe quoi, des délires absolus. Et moins les gens sont compétents, plus les énormités sont importantes. On oublie des choses. On oublie par exemple les obstacles techniques. Ceux qui vont vous parler d'intrication quantique ont oublié que les ordinateurs quantiques, à ma connaissance, ne sont pas encore véritablement stabilisés. Et que la technologie, hein, vous savez, la stabilité de ces machines, elle est très sujette à caution. Et donc, en plus, les principes même de la mécanique quantique, on ne veut pas dire qu'ils soient compris et reconnus par tout le monde. Donc, c'est très facile de dire « j'efface tout ça, j'en parle pas, c'est de la technique, c'est de la cuisine, on va arriver à résoudre ça ». C'est pas vrai du tout. Il y a quand même là, dans les domaines de la communication futuriste, il y a quand même des choses qui sont quand même extrêmement complexes hein, et qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Bon, on ne va pas revenir sur l'ordinateur quantique à la position d'IBM et d'autres grands constructeurs, mais moi, je reste très sceptique quant à la capacité de faire véritablement du travail avec ces machines, du fait même qu'on n'est pas capable de les stabiliser. Alors, il paraîtrait qu'IBM, lui, a réussi, mais je suis assez sceptique quand même. Bon. Alors donc, les Star Trek, dans l'esprit des gens, ça va devenir une réalité. On va parler du transport quantique, comme on l'a vu dans Star Trek. Attendez, entre Star Trek et la réalité, il y a quand même un monde. Hein. Nous, on a fait marcher des systèmes d'information et s'embarquer dans des domaines qui ne sont pas maîtrisés, non validés, ça me paraît impensable. Je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est ressortir ce qui est crédible de ce fameux délire donc prospectif. Cela dit, vous allez voir, il y a quand même des avancées donc, qui sont crédibles et prévisibles, hein, mais pas nécessairement d'ailleurs dans des domaines dont on parle beaucoup. Il y a un peu de folie là-dedans. On se fait plaisir en racontant un peu n'importe quoi. On va essayer un tout petit peu de rétablir donc la vérité. Alors d'abord, les fameux hologrammes. Alors, les hologrammes, l'origine des hologrammes, c'est vraiment le domaine de l'illusion. Alors vous allez voir qu'il y a en fait deux grandes familles d'hologrammes. Il y aura des hologrammes à la mode ancienne, hein, avec justement le fantôme de Pepper et puis ce qu'avait proposé donc l'illusionniste donc Houdini. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il y a des hologrammes à la mode, on va dire, casque, et puis, mettons, Microsoft avec HoloLens, qui là sont véritables hologrammes, c'est-à-dire en fait des objets qui sont reconstitués en 3 dimensions et qui sont insérés dans une scène réelle. Vous voyez. Donc, ça, c'est vrai que l'origine, c'est pour ça qu'on fait une distinction entre 2 familles d'hologrammes, plus même une 3e, dont je vais parler un tout petit peu plus loin. Donc, le principe qu'avait donc lancé le dénommé John Henry Pepper, qui était donc un illusionniste, on le voit d'ailleurs sur cette image ici en haut à droite. En fait, il y avait une scène, ça se passait dans un théâtre, vous aviez donc des spectateurs et vous aviez une scène avec un certain nombre de personnages, et puis donc des meubles, des décors, bien. Et ce qu'avait inventé donc Pepper, c'était de projeter dans cette scène réelle une image holographique. Et comment il faisait? Eh bien, en dessous de la scène, il y avait donc un opérateur que l'on voit ici, et donc qui filmait quelqu'un, et l'image était projetée au-dessus, sur la scène, sur un film transparent
qui était orienté à 45 degrés par rapport à la scène. Ce qui fait que les spectateurs, comme le film était transparent, ne voyaient pas le film. Mais par contre, ils voyaient l'image un peu laiteuse, vous voyez, un peu, vraiment pour ça qu'on parle de fantôme, hein, un petit peu blanchâtre, qui elle était projetée dans un environnement donc réel. Et alors, il a eu un succès absolument faramineux. Vous voyez, c'était simplement ça. Il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs, des déclinaisons de ce système, ne serait-ce que, par exemple, pour présenter des produits actuellement, ou dans des salons, par exemple, on continue de se servir de ce genre de choses. Bon, c'était le principe de base, ça. Et ce qu'a utilisé cet homme politique français que l'on voit ici en bas à droite, et je ne lui ferai pas le plaisir de lui donner son nom, parce qu'il s'est moqué du monde, en fait, il a fait pareil. Il a fait croire à tout le monde qu'il avait le don d'ubiquité. Il faut quand même le faire. Hein. Donc, il avait le don d'ubiquité, donc il apparaissait donc en même temps, voire pourquoi pas avec des messages et des discours différents dans des endroits différents. En fait, c'était exactement la même chose. Hein. Il était filmé et son image était véhiculée par un réseau, tout ce qu'il y a de bête, hein, et l'image arrivait sur les différents endroits où il s'exprimait hein, dans ses discours, et son image était projetée, là encore, sur un film à 45 degrés. Donc au fond, c'est exactement pareil que ce que faisait notre ami Pepper, mais cette fois-ci transposé, on était en 2016. Donc, mais ce ne sont pas des hologrammes au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est une simple copie, un transfert d'une image sur un film. Bon, voilà, il a fait croire ça à tout le monde. Cela dit, il a réussi un excellent coup médiatique parce que vous voyez, j'en parle encore aujourd'hui, certes outré, mais j'en parle encore aujourd'hui. Bon, alors ça, c'est donc les origines, on va dire, des hologrammes. Alors, maintenant, il y a, à la suite donc, de ces qu'avaient fait Pepper et Houdini, britannique très connu, hein, qui avait fait un malheur donc, sur les scènes donc, à Londres. Alors, ça a donné lieu à différents types donc, d'hologrammes, mais toujours basés sur la même idée, c'est-à-dire une scène plus ou moins grande, ça peut être à la limite un coffret simplement, et à l'intérieur donc un film à 45 degrés toujours, sur lequel on va projeter quelque chose. Alors, aujourd'hui, parce qu'on en trouve encore pas mal. Hein. Il y a aujourd'hui donc on fait la distinction entre trois types d'hologrammes. On dira qu'il y a les hologrammes à taille humaine, ça correspond au fantôme de Pepper, c'est-à-dire que je filme une image et donc je la projette. Il y a ce qu'on appelle aussi des hologrammes vitrines. Là, on est dans un caisson, on a un caisson qui reproduit, mettons, une scène ou un environnement, hein, et là encore, à l'intérieur, d'ailleurs on le voit ici sur la droite, et donc, à l'intérieur, donc, on a un film à 45 degrés et on peut projeter comme ça une image virtuelle qui peut être un produit ou un personnage, mais c'est plutôt un produit avec des caractéristiques qui sont présentées. Donc, au fond, c'est faire le fantôme de Pepper, mais réduit à la taille donc d'un caisson. On appelle ça donc l'hologramme vitré. Et croyez-moi, aujourd'hui encore, on se sert beaucoup de ce système. On parle aussi d'hologramme en pyramide. Là, c'est la même chose, c'est toujours un caisson, sauf que au lieu d'avoir un seul filtre et un seul écran donc transparent, vous en avez plusieurs. Ce qui fait que vous pouvez regarder la scène avec ces hologrammes, mais vous n'avez pas la même image selon l'angle par lequel vous regardez votre caisson. Donc c'est une extension quelque part donc de l'hologramme en vitrine. Et on parlera également, peut-être allez-vous trouver cela, parce qu'on s'en sert assez souvent dans des publicités par exemple, on se sert de ce qu'on appelle des hologrammes en hélice. Alors là, c'est ce qui est montré ici en bas, c'est une hélice qui est constituée de diodes, des LED, donc des diodes électroluminescentes. L'hélice, en tournant donc, eh bien, l'hélice, elle s'efface, un peu comme une hélice d'un avion. Au bout d'un moment, vous ne la voyez plus. Et donc, l'hélice s'efface, mais les diodes, elles, qui sont synchronisées, elles émettent donc, l'ensemble des diodes émet donc une image. Et vous avez l'impression que c'est une image qui est suspendue dans l'air, mais en fait, ce sont les diodes qui font ce travail. Alors, le principe donc de cet hologramme hélice, c'est qu'il y a deux points essentiels là-dedans.
d'abord une forte luminosité de la projection, hein, qui permet, si vous voulez, de compenser quand même un certain flou dans le mouvement. Hein, ce n'est pas une précision absolue. Hein. Et puis, c'est la fameuse synchronisation des diodes avec des processeurs derrière qui permettent donc au dispositif de stabiliser une image dans un mouvement qui paraît relativement continu, donc est rapide. Ça, ce sont, on va dire, des hologrammes du pauvre. Ce sont des moyens de monter des systèmes holographiques, mais sans trop de difficultés. Une deuxième famille maintenant d'hologrammes qu'il faut connaître, parce qu'on en parle trop, et ça ne concerne pas en fait les communications. Là, je dois vous rappeler une chose, c'est que, d'ailleurs, à partir de maintenant, on va faire quelques petits rappels, si vous le voulez bien, scolaires. On va le faire avec un petit peu avec des précautions. Hein. Bon, on va rappeler ce que sont des interférences. Vous avez appris, donc, bien sûr, que quand on prend deux ondes lumineuses, dites synchrones, ou cohérentes plutôt, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous savez qu'une onde électromagnétique, elle s'exprime par une amplitude, ce qu'on appelle une pulsation, et également une phase. Dans une formule que vous n'avez bien sûr pas oubliée, c'est Y égale A sinus oméga T plus phi. Bien, phi étant la phase. Le oméga, donc, c'est la pulsation. Et la pulsation dépend de la fréquence. Bien. Quand on dit que deux lumières sont cohérentes, ça veut dire qu'en fait, elles ont la même pulsation. Elles peuvent être déphasées, elles n'ont pas nécessairement la même amplitude. Par contre, elles ont la même pulsation, donc la même fréquence. Je rappelle que oméga, la pulsation est égale à 2pi sur f, où f est donc égale à la fréquence. Oui, je dis les choses telles qu'elles sont, mais je sais que vous connaissez ça par cœur, bien évidemment. Bon, donc vous avez deux ondes qui sont donc cohérentes. Mais pour arriver à avoir deux ondes cohérentes, eh bien, le mieux, c'est encore de les produire par un seul rayon lumineux qui va taper sur ce qu'on va appeler un séparateur, comme c'est montré ici sur ce schéma, un splitter, hein, qui va donc générer deux rayons. Mais comme ils viennent de la même origine, eh bien, ils vibrent de la même manière, avec la même fréquence, et on dit que ces deux rayons sont cohérents. Alors, le principe est le suivant ici. C'est que lorsque vous voulez enregistrer cette fois-ci une image dans un hologramme, par exemple sur une carte bancaire ou sur un objet, sur une surface photosensible. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien, regardez bien ce schéma. En fait, c'est très simple. Hein. Votre rayon lumineux, il est divisé en deux à partir d'un séparateur, donc le splitter. L'un de ces rayons va aller directement sur la surface d'enregistrement. Et l'autre va balayer les points l'un après l'autre de l'image que vous voulez enregistrer. Commençons par le premier point. Donc, les deux rayons donc, arrivent, il y en a le rayon est divisé par deux, un qui va directement sur la cible et l'autre qui frappe le premier point. Et en frappant ce point, eh bien, il crée un décalage de phase. Et donc, il va rejoindre après le premier. Ce qui fait que les deux faisceaux, qui, je rappelle, sont cohérents, mais sont décalés en phase par l'image, par chacun des points de l'image. Or, c'est ça une interférence. Quand on dit que deux ondes électromagnétiques cohérentes, mais déphasées, donc d'une certaine valeur de phi, de décalage de phase, eh bien, ça crée une interférence. Vous savez, les fameux rayures, les raies d'interférence. Eh bien, une image holographique enregistrée sur une surface photosensible, ce n'est rien d'autre qu'une interférence. Alors, ce qui se passe, c'est que votre rayon, l'un des deux rayons, il va balayer chacun des points donc de l'image. Ce qui, pour chacun des points, va créer une différence de phase différente. Et en fait, c'est reconstitué sur votre support donc photosensible et vous obtiendrez ce que vous connaissez bien. Hein, c'est une image un petit peu en relief, mais qui n'est pas très… on la voit pas très bien, en fait. C'est une espèce d'image, donc on a un peu l'impression qu'elle est dans la masse. Et on peut la regarder donc, de différentes manières. C'est ça. On appelle ça également un hologramme. Mais ça, ce n'est rien d'autre, finalement, que des interférences. Des interférences au sens optique du terme. Mais en matière de communication, ça n'a strictement rien à voir. Hein. La communication, c'est bien autre chose. Mais je voulais être exhaustif, donc je voulais également donc, évoquer ce cas-là. Bon, maintenant,
Les véritables hologrammes d'aujourd'hui, les hologrammes maintenant, ce sont donc, on va dire, des super images de Pepper ou de Houdini, c'est-à-dire que vous avez des casques, et dans ces casques, vous avez plein de choses qui vont vous fabriquer ces images en 3D, avec des scènes réelles, et puis dedans, des hologrammes. Et donc, ce sont les processeurs qu'il y a dans ces casques qui vont permettre donc de construire ces fameux hologrammes. Alors, ça devient tout à fait intéressant. Le seul problème, c'est que je n'ai pas envie de me promener tout le temps avec un casque sur la tête qui, quand même, dans le cas donc, de la deuxième version donc, du casque Microsoft, qui s'appelle HoloLens 2, fait quand même pas loin de 500 grammes. Bon, si je vais passer ma journée avec 500 grammes sur le crâne, ce n'est pas très amusant. Il est probable que toutes les technologies qui aujourd'hui sont embarquées dans des casques, c'est vrai d'ailleurs pour les hologrammes, ça c'est vrai aussi pour les jeux d'une manière générale, hein, et tout ce qui est réalité virtuelle, eh bien, seront embarqués dans des lunettes. Je suis certain qu'avant 10 ans, on aura des lunettes qui peut-être au début seront un peu joufflues, je vais bien l'admettre, mais des lunettes dans lesquelles vous aurez toute la technologie, vous avez les processeurs dedans et la mémoire, qui permettra donc de construire ces fameux hologrammes et ces fameuses scènes. Je pense même que si on poursuit encore un peu plus loin, il y a déjà des travaux aujourd'hui là-dessus, qu'on devrait pouvoir y arriver avec les lentilles. Alors des lentilles un peu spéciales, il y a quand même de l'électronique dedans, mais des lentilles, voilà, on n'aura que des lentilles, et on aura sur les yeux une scène totalement virtuelle, avec des hologrammes qui vont se promener là-dedans. Donc chez Microsoft, en 2015, ils ont donc sorti quelque chose qui s'appelait HoloLens, bien sûr, Holo pour hologramme, et Lens pour les lentilles. Ça a été un tsunami, hein, parce que d'abord, on ne comprenait pas très bien pourquoi Microsoft se lançait là-dedans. Lui qui est plutôt Office, plutôt sur des applications un peu traditionnelles, on aurait plutôt vu, on va dire, les hologrammes chez Apple. Vous voyez, mais chez Microsoft, ça paraissait bizarre. Toujours est-il qu'en 2015, ça a commencé. Et ils ont proposé donc des API, ce qui a permis donc de développer des applications, mais d'une manière relativement limitée dans un premier temps. Alors maintenant, on a une nouvelle version donc de HoloLens, qui est la version donc 2. Mais c'est donc ce qu'on appellera un casque, pour l'instant, de réalité mixte, donc qui permet de construire et de simuler donc on va dire des hologrammes dans le champ de vision donc des usagers. Alors c'est un ordinateur, hein, c'est un casque, c'est un ordinateur avec dedans un système d'exploitation, donc qui est une version adaptée donc, de Windows, et vous avez 3 processeurs dedans. Vous avez un processeur classique, un CPU classique, vous avez un processeur graphique, parce qu'il y a beaucoup d'images graphiques à manipuler là-dedans, un GPU, et puis surtout vous avez ce qu'ils appellent un HPU, donc une unité de traitement holographique qui est spécialisée, hein, donc avec un jeu d'instructions bien particulier, pour construire donc les hologrammes en lien avec les gestes de l'usager. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'au début, c'était quand même relativement déconnecté, mais maintenant, si on se déplace, eh bien, le déplacement, il est interprété par le processeur, le processeur donc, qui est HPU qui est dans le casque, et il vous donne une vision différente de l'objet holographique qui est installé et qui est construit dans la scène virtuelle. Alors c'est quand même intéressant parce que ça permettra, par exemple, on le verra, de travailler à distance sur un même objet, mais on pourra se déplacer, le regarder de devant, regarder sur les côtés. Voilà. Mais tout ça, tout est construit donc dans le casque. Et il y a même donc, je vous dis, des capteurs donc, de mouvement, et puis vous avez une commande vocale dedans, et le son que vous entendez, eh bien, il est spatialisé. C'est-à-dire vous entendez une différence entre ce qui vient d'un hologramme ou ce qui vient d'une personne qui se trouve, ou d'un correspondant, hein, assez limité pour l'instant, mais le son est spatialisé. Alors, on pourrait se dire, oui, mais bon, c'est encore un truc que personne ne va utiliser. Eh bien, détrompez-vous. L'administration américaine vient de commander ici, ce mois-ci, hein, a commandé donc 120 000 casques HoloLens 2, et ça représente 22 milliards de dollars qui sera payé pendant les 10 ans à venir. Donc on est tout à fait avec l'armée américaine,
prépare donc une espèce d'armée du futur qui communiquera comme ça, qui verra comme ça, et dans laquelle on va pouvoir communiquer avec donc des hologrammes qui seront insérés dans des scènes qui seront donc des scènes militaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même cette image que l'on peut imaginer donc du futur. C'est pas très rassurant, hein. En tout cas, bon, tu aurais peut-être pu penser qu'on pourrait utiliser les hologrammes pour des applications un petit peu moins belliqueuses, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Alors, les applications, donc, je vous donne quelques exemples ici d'applications d'HoloLens 2 qui montrent bien ce que l'on peut faire hein, avec ces hologrammes. Il y a la compagnie CAE, par exemple, CAE qui propose un système pour l'éducation dans le domaine médical. Alors, plutôt que d'avoir des cadavres donc, réels, hein, eh bien, les étudiants donc, interagissent avec des planches anatomiques holographiques. Ce sont des hologrammes. En fait, les hologrammes sont projetés sur une partie d'un mannequin. Et donc, on voit cette fois-ci de manière précise. Vous voyez, on peut faire se succéder donc, des images holographiques. On montre réellement donc, ce qu'il faut faire. C'est une application qui est magnifique, honnêtement, donc qui est très utilisée aujourd'hui. Vous avez la compagnie, donc vous avez le GIGXR. Là, c'est pareil, c'est un petit peu la même idée. C'est toujours dans le monde. Vous avez ici quelques exemples à droite, hein, toujours dans le monde donc, médical, avec deux produits, un qui s'appelle HoloPatient et l'autre qui s'appelle HoloHumain. Et donc, apprentissage pareil, et immersif donc, en milieu médical, toujours pareil, pour ne pas utiliser donc, des cadavres. On a par exemple, alors j'ai pris quelques exemples, j'ai choisi quelques exemples, il y en a des centaines maintenant. Hein. Vous avez un outil chez Cognitive Spark. Là, ça permet de faire de l'assistance à distance grâce à des hologrammes. Ce à quoi je crois beaucoup, par contre. Et donc, pour faire appel à des experts, hein, et donc, qui vont insérer mettons, dans une communication visuelle, qui vont pouvoir insérer donc, des hologrammes sur lesquels on va pouvoir interagir. Ça, c'est important, parce que dans le domaine médical, entre autres, on va de plus en plus, mais aussi industriel, hein, dans la sécurité, par exemple, on va de plus en plus faire appel à des gens qui ne sont pas au même endroit. Donc, bien, si on veut, plutôt que de parler, de s'envoyer des fichiers, des images, des trucs et des machins, non, là, on va donc discuter sur un hologramme. Et voilà, on va pouvoir jouer sur les deux, hein, sur les images réelles de la scène ou, mettons, du process industriel qu'il faut réparer, par exemple. Et puis, donc, des hologrammes que l'on va pouvoir mettre dessus. C'est quand même très intéressant, ça, parce que c'est vraiment la tendance. Hein. Dans le monde médical, dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire demain matin, il est très probable qu'on aura affaire plutôt à des espèces d'assistants médicaux qui vont mettre en place des communications avec des spécialistes qui ne seront pas même nécessairement au même endroit, hein, qui peuvent être dans le monde entier, avec des systèmes de traduction automatique. Vous voyez, on va vers une médecine qui est une médecine technologique, faite de spécialistes. Et donc, dans ces domaines-là, les hologrammes, bien entendu, vont jouer un rôle qui sera primordial. On a par exemple PTC, là c'est dans le domaine de la fabrication industrielle, c'est pour la maintenance également donc industrielle, tout ce qui permet finalement d'améliorer l'efficacité des chaînes de montage et de réalisation. C'est très spectaculaire. Vraiment, il y a des choses aujourd'hui. Alors, actuellement, donc les personnes, on le voit ici, hein, sur les chaînes de montage, avec PTC ici en bas à droite, bon, il a son casque sur la tête tout le temps. Alors, évidemment, ça va peut-être lui donner le mal au crâne, mais c'est comme ça maintenant. Donc, de plus en plus, il ne faut pas être étonné. Hein. Et là, vous trouvez donc des hologrammes. Vous avez donc également Spatial, qui est une plateforme donc, de collaboration qui est générique cette fois-ci. Alors, elle, c'est une plateforme de discussion, de collaboration, vous voyez, mais qui n'est pas dédiée ni à l'industrie ni au médical, mais qui est assez générique. Bon, son côté générique, évidemment, est moins intéressant quand on veut l'installer dans un monde bien particulier. Bon. Et puis, il y en a des tas d'autres. Aujourd'hui, maintenant, c'est une réalité. Vous voyez ça. Ça, par contre, c'est quelque chose que l'on peut envisager. D'autant plus que Microsoft, alors je ne vais pas faire de publicité pour Microsoft, encore une fois, je ne suis pas là pour ça, mais Microsoft vient d'annoncer il y a quelques semaines un outil donc holographique qui est en fait l'étape 2, si vous voulez, ou la troisième génération donc, de l'holographie chez Microsoft, qu'on appelle Mesh. La grande différence ici, c'est que les calculs qui peuvent continuer à se faire dans le casque HoloLens, hein,
mais les calculs peuvent être pris en charge par Azure, le cloud. C'est-à-dire qu'en fait, tous les calculs d'hologrammes que l'on va insérer dans l'image que va voir donc l'utilisateur, eh bien, ça peut être fait dans le cloud Azure. Donc, c'est une grande différence. Mais alors là, maintenant, vous avez véritablement une plateforme industrielle de développement. Vous avez des choses que vous pouvez développer qui sont fantastiques. Vous pouvez construire donc des applications extrêmement sophistiquées. Bien sûr, c'est toujours dans le domaine de la collaboration, de la création, de l'apprentissage, vous voyez, de la conception des produits, toujours. Mais maintenant, avec des fonctionnalités qui sont assez extraordinaires, il faut bien dire ce qui est. Et la plupart des constructeurs automobiles, maintenant, y sont. Les constructeurs dans plein de domaines, dans le domaine des satellites, voilà. Tout ça, maintenant, c'est envahi finalement par ce genre donc, de solutions. Vous avez là, avec Mesh, maintenant, vous avez un SDK que vous pouvez donc, avec lequel vous pouvez développer des applications. Et c'est vraiment... Et vous pouvez construire pas un hologramme, mais plusieurs hologrammes. Et vous pouvez avoir une scène avec beaucoup de personnes. Donc, c'est une véritable scène maintenant. Alors, on pouvait faire des choses de manière relativement réduite avant, mais maintenant, entre eux, alors les personnes qui interviennent, ce sont des avatars. Donc, on a également, dans l'outil de SDK, un moyen de fabriquer des avatars. Alors, comme par hasard, ils ressemblent tous, pour les hommes, à Brad Pitt et pour les femmes, à Angelina Jolie. C'est bizarre, ça. Bon, bien. Donc, vous voyez, on peut fabriquer, on a un outil qui permet donc de fabriquer des avatars. Et comme ça, vous avez des scènes complètes extrêmement sophistiquées et donc extrêmement consommatrices également en ressources de calcul. C'est pour ça que l'apport maintenant de Azure est évidemment très intéressant. Et derrière, il y aura donc des machines qui sont d'une puissance redoutable, peut-être un jour d'ailleurs, pourquoi pas, donc des machines donc quantiques. Donc ce fameux rendu, il faut bien avoir ça en tête maintenant, des hologrammes est effectué soit localement, mais c'est plus rare, mais plutôt donc sur Azure. C'est un écosystème, ça, qui va vous concerner, c'est une certitude, dans les années qui viennent. Et on commence à voir des choses, nous, on s'y intéresse de très très près dans la communication. Alors, je ne suis pas un fanatique, on va dire, des objets virtuels pour ce qu'ils sont et pour nous remplacer, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez spectaculaire, voire ludique, quand il est manipulé avec de bonnes précautions, peut-être très intéressant. Et vous avez ici sur la partie droite tout ce qu'on représente, tout ce que comporte donc la plateforme maintenant Mesh. Donc je vous rappelle qu'elle vient de sortir, elle est toute récente, donc avec les types d'applications que vous pouvez développer, applications compatibles Mesh, la boîte à outils, la plateforme de développement, toutes les fonctionnalités, vous voyez la présence immersive donc d'avatar, le traitement du côté spatial pour bien voir les gens là où ils se trouvent dans la scène, le rendu donc des hologrammes, et puis la synchronisation. C'est extrêmement compliqué à faire ça. Synchroniser les objets que vous avez sur votre scène, et entre autres donc les avatars et les hologrammes. Voilà. Donc vous avez maintenant un outil qui est un outil, une véritable plateforme, voilà, avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je reste toujours étonné du pari qu'a fait Microsoft là-dedans, parce qu'il était quand même assez en avance, il faut bien dire ce qui est. Maintenant, d'autres fabricants, et entre autres Apple, est en train donc d'arriver avec quand même beaucoup de retard, il faut le reconnaître. Alors, je vous ai mis ici d'abord les évolutions prévisibles donc, des hologrammes. Alors, vous voyez quelques scènes, on voit avec en bas les robots que l'on trouve maintenant sur Mars, la collaboration, etc. Donc, et puis donc des objets, vous voyez ici un hologramme qui est perçu avec le masque. Alors, les évolutions prévisibles dans le futur, dans les quelques années qui viennent, je pense qu'on restera sur le même principe donc d'holographie, ce sera toujours des objets virtuels construits artificiellement, mais toujours de la réalité mixte, c'est-à-dire un mélange entre le virtuel et puis le réel. Je crois qu'il y aura 4 transformations importantes. D'abord, je vous l'ai dit, l'intégration donc des fonctions casque dans les lunettes, voire dans des équipements qui seront encore moins intrusifs. Bon. Ensuite, ça sera l'intégration donc de fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle qui vont beaucoup nous aider sur, on va dire, un rendu logique et normal des scènes. Enfin, l'intelligence artificielle, avec un certain apprentissage, permettra de faire des choses assez fantastiques. Et puis, une troisième évolution, donc un rendu qui va être de plus en plus réaliste, avec une amélioration d'une part des GPU graphiques, mais également donc des HPU, et on suivra à peu près dans les hologrammes à peu près la même évolution qu'on a constatée sur les jeux. C'est-à-dire que les jeux sont devenus maintenant
pratiquement réel. Hein, c'est quand même assez fou ce que l'on voit. Hein. Bon, et puis l'interactivité entre les scènes holographiques et nous, les usagers, va fortement s'améliorer encore. Donc, on va avoir des scènes qui sont de plus en plus fantastiques. On verra de plus en plus d'applications porteuses donc de modules holographiques, dont celles de réalité augmentée. Hein. Les hologrammes, cette fois-ci, prenant la place quelque part entre des objets externes qu'on se contentait d'insérer. Et là, on va mettre des hologrammes en plus donc, de ces objets. Donc, des évolutions intéressantes, il ne faut pas le négliger. Ça vaut la peine de regarder de près parce que ça peut vous apporter de nombreux services. J'aborde maintenant un autre domaine, donc futuriste de communication. La fameuse intrication quantique. Alors, pardonnez-moi, je vais faire un peu de physique, encore un tout petit peu. Alors, au moins, aujourd'hui, vous voyez, pour un vendredi, hein, on est courageux. Hein. Alors, si je reprends un peu l'historique de tout ça, ça remonte à M. Einstein et M. Schrödinger. M. Schrödinger, qui est très connu pour son principe de Schrödinger, dans lequel le chat de Schrödinger est vivant, malade, en bonne santé, et tout en même temps. Voyez, la superposition donc, des états quantiques. Donc, Einstein et Schrödinger avaient découvert une propriété qu'ils ont donc par intuition, hein, ils n'avaient même pas vérifié expérimentalement, qu'il pouvait exister des particules qui avaient un comportement bizarre. C'est-à-dire que ce que vous faisiez sur l'une, eh bien, se reportait sur l'autre. Pourquoi? On ne savait pas pourquoi. Et comme ni Einstein ni Schrödinger n'avaient pas pu montrer cette chose-là, pendant très longtemps, on s'est dit, bon, bah, c'est une plaisanterie, ça ne marchera jamais. Pas du tout. Et donc, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que, en fait, une particule, des particules dites intriquées, si vous préférez, jumelles, eh bien, elles se partagent ce qu'on appellera un état quantique. Alors, un état quantique donc, qui va donc être caractérisé par un certain nombre de caractéristiques quantiques. Hein, bon, je ne retrouve pas trop dans le détail là-dedans. Et donc, si je fais quelque chose sur l'une des particules, eh bien, cet état quantique de l'autre particule, même si elle est loin, normalement, devrait être modifié de la même manière. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais c'est comme ça. Alors, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Grâce à ça, je vais faire des communications instantanées. Fini les limites de la vitesse de la lumière à 299 776 km à la seconde. Terminé. Maintenant, on va fonctionner en instantané. Bon. Les premières démonstrations, donc, il y a eu des physiciens, donc danois et britanniques, qui ont montré donc, cette opération en liant des 4 qubits. Le qubit étant en mécanique quantique, ça correspond un peu aux bits 0 et 1, sauf que là, on est sur des qubits. Et un qubit, c'est quoi? C'est 0 et 1, mais c'est également la composition des 0 et des 1, la composition dite probabiliste. Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'une certaine probabilité associée au 0, une certaine probabilité associée au 1, voilà, et donc on a des états 0 et 1, plus des probabilités d'existence de certains états quantiques. Et ça qui caractérise donc ce qu'on appelle un qubit. Alors il se trouve, en simplifiant, hein, que je vais avoir des particules qui auront donc des qubits, hein, et bien quand ils sont intriqués, eh bien, ce que je fais dans l'un est automatiquement reporté dans l'autre. Alors ça, c'est absolument hallucinant. Et en plus, alors, bien sûr, au départ, les scientifiques donc, britanniques et danois n'avaient démontré cela que sur des distances extrêmement réduites. Mais là-dessus sont arrivés les Chinois, avec le professeur, donc, qui est un professeur très connu, qui est le professeur Pan Jianwei. Donc, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec un satellite, il a généré des particules. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la fabrication des particules intriquées. On va se contenter de se dire qu'il y a des particules qui sont intriquées. Bon. Il a fabriqué depuis son satellite des particules intriquées, et donc il a envoyé au sol, en fait c'était au Tibet très précisément, et il a envoyé ça également, les particules jumelles, il les a mises à 1400 km de distance. Et quand ils ont fait des modifications sur l'état quantique, donc des particules du Tibet, eh bien, ils se sont aperçus que ces modifications apparaissaient automatiquement, en temps réel, sur les autres. Comme s'il y avait un lien invisible entre ces particules.
Mais vous imaginez ce que ça peut représenter? Alors, pour l'instant, le problème, c'est que toutes les particules n'ont pas répondu de la même manière. Parce que la distance, donc, est quand même une composante importante, et peut-être qu'au bout d'une certaine distance, l'état d'intrication des particules va donc, quelque part, disparaître. Mais quand même, alors, la majorité des particules intriquées ont réagi de cette manière-là. Alors, est-ce que c'est le hasard? Le hasard me paraît quand même un peu, ça me paraît pas évident du tout, hein. Et donc, on va voir, si vous voulez, dans les mois qui viennent, des possibilités, on va voir des démonstrations qui se feront probablement sur des distances encore plus importantes. Il y a un côté fascinant là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout pourquoi, mais pourquoi ces particules jumelles réagissent comme ça. Voyez. Et d'ailleurs, le professeur, donc Pan Jianwei, lui, il est convaincu, hein, et il estime qu'en 2030, hein, on aura des vrais réseaux qui seront fondés là-dessus, sur l'intrication des particules. Donc, ça voudra dire des communications instantanées. Alors, bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, d'autant plus que d'autres physiciens maintenant ont emboîté le pas du Chinois Jianwei, hein, et donc il y a eu par exemple Thomas Jianwei de l'université de Waterloo, donc au Canada, et puis d'autres, pour qui on va dire, cette préservation des états quantiques entre particules intriquées et jumelles, hein, eh bien, sur de très longues distances, c'est un accomplissement, c'est la révolution du siècle. Et je dois dire que c'est quand même quelque chose d'assez fascinant et à la limite d'assez crédible. Hein, parce que là, on est sur quelque chose qui commence à être démontré, d'être prouvé. Alors, on n'est pas au bout de nos peines, mais l'intrication quantique, c'est ça. C'est le maintien d'un état quantique, on n'entre pas dans le détail, entre des particules jumelles, distantes, que vous faites sur l'une et répercutées sur l'autre. Donc, on voit sur ces images, entre autres en bas, sur l'image du bas, c'est la première photographie de particules intriquées. Donc on a réussi à les photographier, ce qui quand même, ça montre que demain, il y aura sans doute des choses qui vont se passer et qui sont assez étonnantes. Vous voyez, on tombe maintenant dans la physique fondamentale. Hein. Donc voilà. Alors, maintenant, il y en a qui ont été, à mon avis, un tout petit peu trop vite, hein, et qui ont dit que maintenant, puisqu'on peut faire ça avec deux particules, on peut faire ça sur des corps humains. Alors, on pourrait imaginer donc des systèmes intriqués. Hein, ça pourrait être l'état d'un processeur, l'état d'une base de données, ça peut être une interface utilisateur, ça peut être des systèmes qui se comporteraient comme des jumeaux. Par exemple, un premier système pourrait générer un texte ou une image qui serait non pas transmis, c'est bien ça l'idée, mais serait créé dans le même process de l'autre côté et à grande distance. Bon, alors bien sûr, moi je pense qu'il faudra une grande dose de crédulité pour arriver à donner foi à ces suppositions, c'est vrai, hein, mais pourquoi pas? Alors pour l'instant, moi je rends cette possibilité-là parce que c'est quand même quelque chose de très très aléatoire dans ce que je vais appeler donc le cimetière des inventions révolutionnaires et dans lesquelles je mets par exemple la supraconductivité qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser à des températures qui sont correctes. Bon. Donc je n'y crois pas, mais bon, on verra ce qu'il en est. Donc voilà, en termes de communication, l'intrication quantique, c'est donc la communication en temps réel et donc fini la vitesse de la lumière, qui pourtant a été une contrainte établie par Einstein lui-même, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Il semblerait que, justement, si. Alors, encore des éléments. Donc, maintenant, quand on parle de téléportation d'objets, dans le cas d'une intrication quantique, c'est pas pareil que la téléportation d'objets. C'est ça, Star Trek, c'est ça. Hein. Donc, Star Trek a bien sûr popularisé tout ça. Et donc, beaucoup de gens ont vu dans cette fiction l'aboutissement normal et prévisible donc, de l'intrication quantique. Alors, le problème, c'est que téléporter, intriquer l'état quantique d'un photon, c'est une chose, mais faire ce portage donc, sur un objet, ça paraît quand même beaucoup plus compliqué. Et pour l'instant, aujourd'hui, donc, les lois de la physique fondamentale opposent un veto à tout ça. Donc, on ne sait pas faire, et à mon avis, on ne saura pas faire avant longtemps. Parce que, regardez, pour pouvoir téléporter, j'ai bien dit téléporter, donc un objet d'un point à un autre, eh bien, il faut connaître la localisation de chacun des atomes de l'objet. Et, vous voyez, et leur énergie. C'est fondamental, donc, en mécanique quantique. Ce qui est impossible si vous
raisonner en utilisant un autre principe de mécanique quantique qu'on appelle le principe d'Heisenberg. Encore un autre Heisenberg qui dit en gros, quand vous observez un phénomène, eh bien vous le modifiez. Bien, et donc, alors, même si Heisenberg s'est trompé dans l'énoncé de son théorème dit d'incertitude, il faudrait donc disposer de ces informations si on veut transporter donc mon corps d'un endroit à un autre, eh bien donc des informations donc de localisation et d'énergie pour 7 milliards d'atomes. Bon, impossible. Alors imaginez qu'on fasse une téléportation quantique comme ça, fondée là-dessus, et que il y ait pour un certain nombre d'atomes, il y ait quelques petits problèmes dans le transport. On va arriver, de l'autre côté, il va manquer la tête, il va manquer un bras, il va manquer quelque chose. C'est impensable. Et tous ceux qui racontent, qui parlent de ça, on est vraiment dans la science-fiction, mais on n'est pas dans la réalité donc industrielle. Par contre, un autre domaine sur lequel je serais, en termes de communication, toujours beaucoup plus prudent, c'est celui qui touche à la télépathie. Alors vous me direz, télépathie, on n'a pas véritablement démontré encore grand-chose, ce qui est vrai. Mais quand même, il y a des choses qui se passent. Manifestement, nous avons des capacités télépathiques plus ou moins développées. Certains animaux, d'ailleurs, ont des capacités bien plus développées que les nôtres et qui nous permettent de communiquer sans se parler avec une autre personne. En fait, on ne comprend pas du tout comment ça marche. On ne sait pas localiser dans le cerveau où se trouve cette fameuse fonction. Alors, par exemple, moi, je prends le cas donc, de deux personnes, mais de deux personnes qui se connaissent bien. Vous avez forcément eu ce problème chez vous. Enfin, ce n'est pas un problème, vous avez constaté ça chez vous. Elles pensent à un moment donné à l'unisson à la même chose. Et pourtant, cette chose-là n'est pas le sujet dont on parle à un moment donné. Mais à un moment, hop, on pense à la même chose. Bien, ça me fait penser que je dois faire ça. Et l'autre répond, ah ben oui, justement, j'y pensais. Bien. Alors, il y a plusieurs explications donc, à cette forme de communication. Soit elles sont télépathes, les personnes, mais personne ne sait à quoi ça correspond. Soit c'est parce que le raisonnement cognitif de deux personnes qui sont habituées à vivre ensemble, eh bien finalement, ils finissent par avoir un raisonnement cognitif qui les amène à une pensée particulière ou à un objet particulier. Mais ça, c'est plus, on va dire, l'histoire donc, des personnes, le fait qu'ils vivent ensemble. C'est ça, donc, la véritable explication. Alors, je ne sais pas. Hein, franchement, je ne sais pas. D'autant plus qu'il y a des gens, j'ai assisté à des démonstrations quand même qui sont absolument invraisemblables. Il y a des gens qui captent des pensées, d'autres des images, d'autres ce sont des sensations. Il y en a un qui pense à une chanson, l'autre se met à la chanter sans qu'on lui dise. L'un pense à une phrase, il l'a sur le bout de la langue, il n'arrive plus à s'en souvenir, l'autre qui va l'énoncer tout de suite. Une personne qui a envie de voir un film, lui, lui propose donc d'y aller sans qu'elle ait précisé le film en question. C'est quand même étonnant. Et évidemment, il y a évidemment on va dire des comportements psychiques, des comportements dans le cerveau qu'on ne comprend pas du tout, et en particulier celui-là. Et ça pourrait être un moyen, peut-être, de communiquer donc, entre deux personnes. Il y a d'ailleurs eu des démonstrations qui ont été faites de communication entre deux personnes en mode télépathique à distance. C'était donc déjà en 2013, vous voyez, donc c'est pas récent, hein, déjà, ça a 8 ans. Bon, en tout cas, voilà, c'est une autre forme, on va dire, donc, une autre forme donc, qui nous permettrait de communiquer. Bon. Maintenant, le contrôle d'une machine par la pensée, voilà encore quelque chose qui, là, par contre, est une réalité. Parce qu'on a fait des progrès dans la compréhension donc, du cerveau. Et le fait de communiquer donc, avec une machine, ça, on commence à savoir faire. Pourquoi? C'est très simple. C'est qu'en fait, le cerveau communique et lorsqu'il fait quelque chose, eh bien, il émet un signal électrique et il y a un processus chimique qui se passe entre les éléments de cerveau que sont les neurones, les synapses, les dendrites, etc. Et donc, tout ça, on est donc capable, d'abord, de localiser donc, les fonctions du cerveau, et on est capable, d'une certaine manière, d'associer quelque chose, une fonction, un mouvement, un objet, à une forme d'énergie électrique et de réaction chimique. Alors, le principe de la connexion, donc la communication, donc, qui est très développée maintenant, hein, avec un ordinateur, c'est quoi? Eh bien, on lui apprend par apprentissage. On lui apprend, voilà, je pense à quelque chose de précis.
Donc, dans ma tête, eh bien, il y a une énergie électrique qui a été émise par une zone du cerveau bien particulière, et donc il y a un processus chimique qui s'est mis en œuvre. Et en même temps, je fais quelque chose. Par exemple, je clique avec la souris ou je fais quelque chose. Et ça, je le refais 100 fois, 1000 fois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le cerveau sait que lorsque je pense à telle chose, eh bien, il transmet une information à l'ordinateur pour lui dire tu cliques sur la souris. Eh bien, ça, on sait faire maintenant. Alors, on a eu des démonstrations qui ont été absolument remarquables. D'abord, Elon Musk, dans sa compagnie qui s'appelle donc Neuralink, est en train de travailler durement sur ce sujet. Il essaye justement de montrer qu'on va pouvoir se passer donc un jour d'un clavier ou d'autres formes de communication. Et puis, il y a eu, je prends un exemple parmi d'autres, l'exemple de deux Australiens qui étaient associés avec, qui étaient à l'université de Melbourne, qui avaient donc des troubles neurodégénératifs, qui avait reçu un implant cérébral qui s'appelle le stentrode, voilà, qui est installé dans le cerveau, alors en passant par la jugulaire, etc., qui permet donc de contrôler les mouvements. Alors, d'autres l'ont fait depuis. Alors, le stentrode, en gros, contient donc 16 capteurs. Il y a un fil de 50 cm qui le relie donc à un transmetteur infrajaune rouge qui est logé dans la poitrine. Il y a un récepteur externe qui est porté au-dessus de cet emplacement et qui, lui, est relié à l'ordinateur. Et donc, l'une des personnes, là j'ai même mis son nom, eh bien, pense à quelque chose et automatiquement, l'ordinateur l'a fait. Le système permet d'écrire à une vitesse de 20 caractères à la minute, avec une précision à peu près de 90%. Sauf que, j'avais eu l'occasion de le dire lors de précédentes capsules, du précédent webinaire, j'avais dit qu'il faut quand même avoir une rigueur dans la pensée qui n'est pas forcément évidente et que ça peut être fatigant, évidemment. En plus, 20 caractères à la minute, ce n'est pas extraordinairement rapide, mais c'est déjà pas mal. Je pense à Stephen Hawking ou des grands scientifiques qui n'avaient plus les moyens de s'exprimer normalement. Effectivement, on a fait des progrès. Puis il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, on s'aperçoit qu'on commence maintenant à remplacer donc, les casques un petit peu intrusifs. On ne le met plus, on met simplement donc, les électrodes directement donc, sur le cerveau. Voilà. Donc, voilà quelque chose qui, en termes de communication, à mon avis, pourrait vraiment donc, se développer. Maintenant, moi, je pense que les véritables formes de communication, eh bien, ce n'est pas uniquement ces folies, on va dire, prospectives que l'on voit un peu partout, mais je vous ai donné 3 exemples sur lesquels je vais insister un tout petit peu. D'abord, je vous ai dit que la traduction automatique et en direct en vidéo, c'est quand même ahurissant. Ça facilite quand même la communication entre les individus. Voyez, c'est une révolution qui, à mon avis, n'a pas été perçue à sa juste valeur. Je trouve que on ne s'est pas rendu compte à quel point c'est quelque chose qui changeait nos modes de vie. C'est-à-dire que ceux qui ne parlent pas l'anglais, subitement, ou le mandarin chinois, ils peuvent communiquer avec des gens qui parlent, eux, le mandarin chinois. Il y a des dizaines de langues qui sont traduites maintenant. Et donc, ça remet en cause d'une certaine manière l'hégémonie de l'anglais, parce qu'au fond, peut-être qu'un jour viendra où on ne sera plus obligé donc, de tous parler anglais comme on le fait maintenant. Et c'est donc nécessaire aujourd'hui dans le commerce moderne. Ça, c'est quelque chose de fondamental, de très réel, on va dire, sur les communications. Le deuxième, c'est les espaces virtuels. Je vous l'avais dit en introduction, il y a beaucoup de métaverses maintenant, il y en a des dizaines. Second Life donc, a fait école, et donc les participants représentés par un avatar communiquent entre eux sans avoir à s'exprimer de manière explicite. Donc on est dans une scène virtuelle. Il faut aimer ça. Et puis donc c'est aussi une forme de communication. Et puis je parle des objets communicants, je vous ai dit qu'on va être imprégné et on va se mouvoir dans des environnements qui seront des environnements donc, de type capteur. Et donc, you will never walk alone, c'est tout à fait ça. On le voit d'ailleurs sur cette image ici à droite, c'est l'entrée du stade de Liverpool. Vous ne marcherez jamais seul. Et là, vous ne serez jamais déconnecté d'un capteur. Vous en aurez toujours un certain nombre qui existeront. Donc, communication qui, bien sûr, va beaucoup changer. Pour conclure, eh bien, ne pas aller trop vite. Moi, je me pose quelques questions. Je pense que vous allez vous en poser aussi. Qu'est-ce que devient l'être humain là-dedans ? Vous savez, il y a encore des gens actuellement qui ne savent pas se servir d'un smartphone. Pour eux, c'est du chinois. La vraie question, c'est à quoi
finalement, ces moyens de communication vont servir. Si c'est pour, oui, non, il faut vraiment que ça serve à quelque chose. Le danger qu'il y a d'ailleurs, tout ça que moi je perçois, c'est que nous nous faisons de plus en plus représenter par un avatar et on n'existe plus physiquement. C'est très très fréquent chez les jeunes, dont on dit qu'ils sont très communicants, mais ce n'est pas vrai. Bien souvent, ils sont au contraire très introvertis. Bon, comme pour les moteurs de recherche qui ont remplacé l'effort de recherche, et à mon avis, sans cet effort que vous faites dans une étude, l'étude elle est bancale. Il faut faire un effort pour obtenir donc un résultat. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous n'avez plus cet effort de se rencontrer, de se découvrir, etc., et si tout est mâché par des moyens qui sont extrêmement sophistiqués, eh bien, on va, à mon avis, on va perdre une partie donc, importante donc, de nos moyens. In fine, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, ça, in fine, on fabrique un monde qui technologiquement est extraordinairement avancé, mais très, très, très communicant. Mais vous savez, pour des gens qui sont de plus en plus seuls et désorientés. C'est ça la réalité. Et je suis convaincu que les dérives psychologiques de tous ces soi-disant donc avancées fabuleuses, eh bien, seront nombreuses. Et donc, il faut s'attendre à traiter des pathologies nouvelles, hein, mais vous voyez, qui, elles, seront moins virtuelles que les objets. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Les gens, avec le télétravail, ont généré des pathologies qui n'existaient pas auparavant. Il y a eu des suicides. Donc, je pense qu'on est un peu apprenti sorcier là-dedans. Moi, j'ai essayé de vous dire ce qu'il en était, hein, en faisant la distinction entre ce qui est réel, entre les hologrammes, ce qu'est l'intrication, le transport quantique par intrication, toutes ces choses-là. Il faut le prendre quand même avec beaucoup de prudence. Je ne suis pas certain que ça soit vraiment... Enfin, bon. Voilà, bon, voilà ce que je voulais vous dire. On est arrivé donc au terme de notre présentation d'aujourd'hui. Je vous invite donc à la prochaine réunion que nous ferons. Je vous invite parce qu'elle va être très intéressante. Vous verrez, on va parler de la 5e génération des bases de données. Donc les nouvelles générations distribuées, actifs. Ouais, donc c'est vraiment une grosse révolution. Et ensuite, j'embrayerai sur le low code, c'est-à-dire le codage qui a l'air de prendre aujourd'hui, mais qui, moi, m'inquiète quand même beaucoup. En tout cas, j'espère donc que vous participerez donc à ces différents webinaires. J'espère que ce que je vous ai dit, en tout cas, vous a intéressé. Je ne vous ai pas trop choqué. Vous voyez, je suis à la fois pas convaincu, mais peut-être ébloui des certaines avancées, donc technologiques et fondamentales de la physique, mais je suis quand même très prudent. Voilà. En attendant, merci infiniment et bon courage pour la suite. J'espère vous retrouver lors du prochain webinaire. À bientôt.